Allez, let's roll. Ah bah je suis là. Okay. Bah, c'est bien, moi aussi. Enfin, Allô la planète. Avec Eric Lange. Allô la planète. Avec Eric Lange. Et le monsieur qui a fabriqué tous ces jingles s'appelle Flex. Non, c'est pas lui. Ah bon. Je me suis encore trompé. Comment il s'appelle? Et c'est Plex, mais c'est Plex. pas Plex Non. pour le coup. Non, pas c'est Flex. C'est Pas qui? celui-là. c'est Julien. Julien? Oui. Pas celui qui est aux Philippines? Non. Ah, vas-y, remonte la musique. Voilà. Allô, la planète. C'est donc Julien qui a fabriqué tous. C'est donc Julien qui a fabriqué tous ces jingles. Grand merci. Julien, tu peux en refaire avec un poil de sourire. Je les aime bien, ils sont super. Ah, il faudrait mettre un. Flo, tu vas faire des voix et tu vas sourire en faisant Allô la planète. Tu vois, tu souris bien. Comme on fait ça régulièrement maintenant, à peu près tous les 15 jours. Tous les 15 jours, ouais. Il se passe un drôle de truc en Ardèche. Il y a Stéphane et Flo qui se réveillent et c'est peut-être le samedi matin comme ça, ils prennent leur café sous leur arbre en regardant leurs ânes et puis ils se disent il est temps d'aller à Paris faire une émission Allô la planète dans le salon d'Eric. Alors ils prennent des sacs, là ils sont là les sacs et des petites valises avec le matos et ils débarquent ici, ils arrivent à peu près le dimanche en fin de journée. Et ils s'installent et donc ils sont là. Bonjour monsieur, dame. Bienvenue, ça va Flo? Salut, oui, super. Alors, et Flo a perdu ses ânes. Si vous... Voilà. Non mais on rigole, mais tout ce qu'on dit est vrai. Parce que Flo, t'en as combien des ânes? Trois ânes dans un petit enclos, enfin un grand enclos là-bas en Ardèche. Et bon bref, on va pas tout raconter non plus, mais les ânes se sont échappés hier soir. Et c'est embêtant quand même de perdre ses ânes. Voilà, je voulais vous. Après, d'ailleurs, je rencontre quelqu'un qui perd des ânes. Tout peut arriver. C'est pas courant. Et Bon, ils ont été retrouvés quand même. Les flics ont retrouvé les ânes. Voilà. Et la mère et l'enfant se portent bien. Et Charles est avec nous aujourd'hui dans le salon. Bonjour mon cher Charles. Bonjour. Il était là c'était quand? Il y a 2 mois? 1 mois et demi? Ouais, donc en octobre. Octobre. Ah, quand même 4 mois, 5 mois. Tu partais, t'étais sur le départ pour un de tes projets. Parce que, ouais, comment on explique ton métier? On va tout redire un peu pour les auditeurs qui n'étaient pas là. Oh, c'est pas un métier, c'est un amusement, on va dire. Il passe son temps, en fait, à faire des expéditions un peu partout dans le monde. Moi, j'appelle ça un amusement. Oui, maintenant, c'est une vie quand même, puisque tu fais ça tout le temps. Oui, mais je m'amuse. On peut vivre sa vie en s'amusant, quoi. Oh, il m'énerve ces gens d'Allô la planète qui sont là comme ça et c'est tellement vrai. Bon, si on veut être plus poétique, on peut dire une passion. Et là, j'allais essayer de chercher des exemples de ce que tu as fait, mais tu vas le dire toi-même. Donne-moi quelques expéditions que tu as fait. On va dire Everest, première au pôle Nord, première traversée du désert de l'Atacama à pied, aller-retour sur l'Atlantique à la rame. Parle bien devant le micro, s'il te plaît. Aller-retour donc sur l'Atlantique à la rame, 145 jours. Donc après, il y a des choses un peu moins, on va dire, fun. En tout cas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je courais en voiture. J'ai couru le Dakar en moto. Ah oui, c'est vrai, tu avais fait le Dakar. Ouais. Voilà. Mais du temps du Dakar, quoi. Ouais. Et puis après, kitesurf en Antarctique au pôle Sud. Et puis Vendée Globe, record sur la traversée de la Manche. Voilà, enfin... Bon, des trucs comme ça, quoi, voilà. Voilà. De temps en temps, il va à la boulangerie acheter une baguette, histoire de voir ce que c'est que la vraie vie de tout le monde. Et puis après, il repart faire le guignol avec les ours polaires. Ah non, la vraie vie de tout le monde, je connais, hein, parce que j'ai démarré cette passion. Avant, je faisais absolument pas de sport. J'ai démarré le sport à 45 ans. Donc avant, j'avais une vie, on va dire... rangée, normale. Plus normale, quoi. Et là, tu reviens donc de cette expédition, c'était la traversée du désert de Simpson, ça s'appelle le Simpson. Le désert de Simpson, donc c'était désert en Australie, c'est le grand au milieu là. C'est ça, donc. C'est le Red Heart. Voilà, donc Alice Springs pour ceux qui connaissent, au centre. Et c'était le premier voyage terrestre avec un véhicule solaire. Voilà, et une espèce de. Vous pouvez regarder sur internet, hein, vous tapez Charles
véhicules solaires, désert Simpson, vous allez trouver des images, il y a un film qui circule, il y a un reportage qui a été fait, tout ça. Le truc qui ressemble, on est entre la voiture, le kart, c'est un gros kart en fait. Oui, c'est un gros kart. Au départ, c'est un kart, donc enfin c'est électrique. Bon, moi, électrique, j'ai toujours trouvé ça une solution sans en être une, hein, sur le terrain de l'écologie. Et puis, j'ai imaginé une possibilité solaire, donc ça m'a un petit peu passionné. Et l'idée, c'était de traverser tout ça tout seul sur son véhicule avec le panneau solaire au-dessus pour pouvoir tracer quoi. Une expédition qui a duré combien de temps ? Là, j'ai traversé. Alors attends, parce que je me rappelle plus. Donc j'ai eu traversé en 12 jours. En 12 jours. Ouais. Juste, c'était la période du début des incendies d'ailleurs. Début des incendies. Donc... Il n'y en a pas là-bas des incendies, il n'y a rien, c'est le désert. Non, enfin, il n'y en avait pas, mais ça peut quand même cramer parce qu'il y a quand même. C'est des déserts avec pas mal d'herbes à chameaux. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est bourré de chameaux, donc ça, c'est très sympa par contre, pour ceux qui aiment les animaux, parce que c'est un moyen de locomotion probablement comme les ânes. Qui est extraordinaire parce que là on est vraiment dans le zéro émission, alors que même le solaire avec le recul on va en reparler. T'as une mauvaise nouvelle pour nous. Bon, t'as pas voulu laisser ta voiture pour prendre un chameau du coup? Il y sera encore là, le problème. Le problème, c'est qu'il y sera encore. Non. Avec un chameau, ça avance vite. Hein. Enfin, avec les ânes, je sais pas. Un âne, ça fait combien de kilomètres par jour? 3 km/h. Bon, après. Oui, mais c'est très costaud. Oui. Donc ça peut faire 30, 40. Je peux avoir le temps devant toi. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait envie de faire 30 à 40 km/h à pied avec un sac à dos et un âne à côté. Mais... Oh, oui, ça peut porter un petit peu un âne. Oui, c'est costaud. Oui. Faut bien qu'il serve à quelque chose quand même, à part la discussion du soir. Après, sinon, faut lui mettre les sacs sur le dos quand même, malade, non? Moi qui ai marché 33 mois avec mon âne, si tu veux, 15 km par jour, ça va. Ah bon? Oui. Les discussions surréalistes dans ce salon. Poursuivez. Mais ça, t'as pas fait, tu vois. Ça, t'as. Alors voilà, tiens. Mais... À l'autre, il frime avec son. Non, mais t'as pas fait le coup. C'est le 43e projet. Non, mais. C'est pas con, ça. Tu pars avec un âne ou un chameau. Non, mais mon animal emblématique, c'est le baudet du Poitou. C'est quoi ça? Rien à voir avec Ségolène. Hein. Fais gaffe, on sait pas qui sera le prochain président. Pour l'instant, on dit du mal de personne avant les présidentielles. Non, mais le body, c'est un âne. C'est un âne, oui, bien sûr. Bon, on ferme la parenthèse âne. Donc, c'était bien cool de parler des ânes avec vous. On revient avec toi. C'est Julien qui est là. Salut Julien. Allô Julien? On l'a perdu. Une fois, 2 fois, 3 fois Julien, merci. Appuie sur des trucs, je sais pas. Fais comme si t'arrangeais quelque chose. Bon, je me retourne vers Charles. Et non, ce que je voulais te dire... Vous m'entendez? Ah bah c'est Coucou, Julien, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de temps de décalage. Tu dors à chaque fois un petit peu C'est quoi ton rythme de sommeil, toi? 15 non, minutes je sais pas. Il y a un problème avec les technologies, là, je sais pas. Bon, t'es où, Julien? Là, je suis aux Philippines, sur l'île Palawan. Bah voilà, alors ça Palawan comme dans Star Wars. Non, c'est Padawan. Voilà. Il y en a des wagons, il y en a des wagons des îles aux Philippines. Il y en a combien? Il y a 3000 ou un truc? Bah plus même. Combien d'îles aux Philippines? C'est vrai. Non, je pense qu'il y en a plus même. Mais Palawan, c'est une île au sud-ouest, à l'ouest. Je suis à Puerto Princesa, exactement. Alors, pour qu'on ait une petite idée, c'est une île où il y a quoi? Il y a une grande ville avec des buildings, un port industriel, tout ça, ou un truc paumé, ou un entre-deux? C'est comment? Oh non, là, c'est une grande île quand même, avec un port, des villes. Non, c'est comme une grande île. C'est pas l'île principale où il y a la capitale, Manille, c'est une autre île, mais c'est une grande île quand même. Sympa? T'es bien là-bas? Hein? C'est sympa? T'es bien là-bas? Ouais, bah on vient juste d'arriver hier, donc je peux pas trop vous dire pour l'instant. Non mais c'est marrant, vous qui voyagez, vous pensez pas qu'il y a des endroits où tu es pas bien tout de suite? Ça vous est jamais arrivé? Non, il y a on peut avoir une bonne impression dès le départ, hein, mais pour l'instant... Non, mais il y a des moments, je sais pas pourquoi, t'arrives, tu te sens à l'aise directement, t'as l'impression de mettre les chaussons et d'arriver chez toi, et tiens, c'est bizarre, je connais pas. Et il y a des endroits où t'es là, il va falloir faire un petit effort, quoi. Je sais pas à quoi c'est dû.
Charles, il écoute, il dit rien. Non, ça t'a jamais ressenti ça, toi? Bon, après, il faut s'adapter. Hein. Ah bah oui, non, Oui. bien sûr, faut s'adapter. C'est Non, juste moi, je suis bien. Moi, je suis claque. Ça. Ouais, moi, je suis bien partout. Donc. Ouais, bon, alors, il est bien. Même avec des chameaux dans le désert, c'est cool, les gars. Julien, le truc, c'est que vous êtes arrivé aux Philippines sans prendre d'avion, c'est ça? Est-ce que t'es pas tout seul, t'es avec ta copine? Exactement. Voilà, ouais. Je suis avec ma partenaire Margot et on est arrivé aux Philippines sans prendre l'avion, en effet. Combien de Donc temps vous avez? Ah oui. en voilier. Oui, mais avant le voilier, Pas vous que en avez pris voilier, quoi, des bus, des trains, tout, quoi. C'est ça? Alors, en fait, la petite histoire. De France jusqu'en Malaisie, on a fait 2 ans et demi de stop, d'autostop, de camion stop, ce que vous voulez, sur la terre. Et ensuite, depuis la Malaisie, pour arriver jusqu'aux Philippines, on a eu 5 voiliers différents. On s'est un peu baladé dans la de mer France, de Chine. vous êtes passé par où, là, de France en stop? Vous avez traversé l'Europe, après par où? Par la Chine, la Russie? Ouais, pas par la Russie, voilà, par le sud de l'Europe, la Grèce, la Turquie, un peu le Caucase, l'Iran, l'Asie centrale, beaucoup, en passant par le fameux Turkménistan, puis beaucoup de pays en ce temps, et ensuite la Chine et l'Asie du Sud-Est. D'accord. Oui, c'est vrai que finalement, ça va assez vite. Hein. On en fait tout un plat. Non, mais sérieux. Charles et moi qui sommes très vieux. Non, mais Charles et moi qui sommes très vieux, on a connu un monde où c'était absolument impossible. Tu pouvais pas arriver en Europe de l'Est. Quand t'as rentré dans les pays en ce temps, c'était impossible non plus. La Chine était fermée, Verboten, Vietnam, Laos, Cambodge, tu pouvais pas. Enfin, c'était un voyage impossible. Voilà, c'était juste pas possible. Ah, ça évolue. Là, après, il y a des pays qui étaient accessibles avant et qui ne le sont plus maintenant. Bah, lesquels? Aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Ça évolue, quoi. Dans la balance, je trouve qu'il y en a plus qui sont accessibles que dans l'autre sens. Donc, quand même, là, sans doute, oui, sans doute. Ah, ouais. Non, mais rien que le voyage que tu as fait là. Non, mais c'est quand même. On est là, on est autour d'une table, on papote tranquillement. Le gars, il est quand même parti de France. Et puis. Alors, même si vous aviez pas fait de stop, tu aurais fait ça en train, en bus, tu aurais peut-être fait ça en 3-4 mois. C'est tout cool, quoi. C'est fou quand même. Non, bah, voilà. Alors même en stop, on aurait pu mettre beaucoup moins de temps. Hein. Je vais juste nous faire réaliser à tous qui sommes des petits bourgeois complètement favorisés par le monde et la vie que c'est extraordinaire. Voilà, la mondialisation a du bon aussi, et notamment ça. Et alors, c'est pas trop de galères au bord de la route à attendre à droite à gauche? Il y a des pays plus ou moins recommandés? Le seul pays où on a vraiment attendu, c'était l'Italie. Sinon, franchement, après, c'était du bonheur. Le stop, on a rarement eu de problèmes ou de très très longues attentes. En général, ça marche vraiment bien. De plus en plus, on a des petites techniques. En plus, en Asie du Sud-Est, ils savent pas trop ce que c'est le stop. Du coup, on a un panneau qui montre pas la destination, mais on a un panneau avec une phrase écrite en langue locale qui explique ce que c'est le stop et ce qu'on veut en fait. Donc ça marche très bien. Enfin, on a des petites astuces. Ouais, c'est vrai qu'il y a des pays où on fait pas de stop. Culturellement, ça n'existe pas le stop. Ouais, oui, et puis il y a des pays, tu mets le pouce en l'air, en fait, en Iran, ça veut dire, c'est comme le fuck, en fait. Donc, il faut faire gaffe. Ah ouais. Ouais. Je vous emmerde, les sérieux. Les gars, il y a un mec au bord de la route, il fait des doigts d'honneur à tout le monde depuis hier. Ouais. Eh ben, dites-vous que l'Iran, avant Facebook, parce que depuis Facebook, ils ont compris que le pouce en l'air, c'était pas forcément mauvais, mais avant Facebook, ça voulait dire fuck. Juste fuck en Iran. C'était le doigt d'honneur, quoi. C'est pissé de rire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Non, oui, donc vous n'avez pas trop attendu, tout s'est bien passé, ça roule tout seul, le stop dans le monde. C'est assez étonnant quand même. On n'a pas trop attendu. On a attendu, surtout pour le bateau stop, on a attendu 6 mois à Hong Kong. On a été bloqué 6 mois à Hong Kong. Alors, c'était pas il y a 2 semaines, c'était il y a 2 mois. Donc c'était avant le virus. Pendant les manifs. Et on est resté... Exactement, voilà, on était pendant les manifs et on n'était pas trop embêtés par les manifs, mais on était dans le port sur des bateaux, mais on est resté 6 mois à attendre la fin des saisons des cyclones pour qu'il y ait plus de passages de voiliers, quoi. Et après on a retrouvé un voilier pour aller aux Philippines. Parce que c'est quand même, oui, c'est une autre limonade quand même de trouver un bateau à chaque fois. Faut aller dans le port, faut trouver le capitaine, faut expliquer ce que tu veux faire, enfin, c'est pas simple. Hein. Alors on a trouvé, la plupart du temps, on trouvait par des forums. On a trouvé surtout par des forums. On essaye aussi toujours de contacter des gens en direct dans les marinas, mais on a trouvé la plupart de nos expériences pour l'instant par voilier. On a trouvé sur des forums sur Internet. Mais de toute façon, les 6 mois à Hong Kong, c'était la saison des cyclones et il n'y avait pas grand monde qui naviguait là, donc on était vraiment bloqués. Au bon endroit, au bon moment en plus, hein, en pleine manif. Voilà, exactement. Mais comme vous avez dû en parler à l'émission à ce sujet-là, c'était très localisé. Et la vie à Hong Kong était possible, il n'y avait pas de souci. Et alors maintenant,
Qu'est-ce qui va se passer là? Vous continuez, vous continuez, vous faites le tour de la planète ou pas? Vous vous arrêtez là? Je sais pas si on va faire la circonvolution. Là, on est aux Philippines et on continue en effet. On va chercher d'autres voiliers pour continuer. On ne sait pas où. Qu'est-ce qu'il y a sait juste pas où. après les Philippines? Il y a quoi? On pourrait aller en Indonésie, en Australie par là. C'est ce qui nous intéresserait puisqu'on vient déjà. On a déjà été en Malaisie, à Hong Kong avant. Il y a aussi, il y a pas mal de voiliers qui vont au Japon d'ici aussi. Ah ouais. Donc c'est aussi une autre possibilité. Enfin pas mal. Ça se compte sur les doigts d'une main, mais c'est possible. On connaît quand même des gens qui hésitent entre l'Australie et le Japon. Je sais pas. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Australie, Japon, je sais pas. On dort un peu, on décide demain. C'est cool. Et vous avez de quoi tenir combien de temps comme ça? Financièrement? Oui. Alors, en fait, là, pendant les 3 premières années, on vivait vraiment avec un budget extrême. On vivait en moyenne, sur les 3 ans, on avait dépensé 3 € par jour par personne. Parce que, on fait du stop déjà. Et aussi, on a une tente, on se fait héberger, on fait beaucoup de volontariat aussi. C'est pour ça que ça a pris du temps. Ça fait 3 ans et demi parce qu'on s'arrête, on n'est pas tous les jours sur la route, on fait des pauses, quelques semaines, quelques mois à des endroits, on travaille en volontariat dans des fermes, dans des hostels ou autres. Ouais. Et donc on avait un budget très très faible, et un impact aussi pour nous, c'était surtout en termes d'impact écologique. Et depuis à Hong Kong, en fait, depuis les 6 mois de pause à Hong Kong, j'ai trouvé des petits jobs en ligne aussi. Depuis maintenant, on a des petites sources de revenus. Je donne des cours de français et je suis webmaster aussi. Je fais des sites. Alors, 3 ans sur la route avec une petite tente, tout ça. Au bout d'un moment, je sais pas, vous en avez pas marre? Au bout d'un moment, t'as pas envie d'avoir un peu de confort, un peu de... Le confort, si tu veux, on l'a des fois quand on fait du volontariat ou quand on est hébergé chez les gens. Donc ça, y a pas de souci. Des fois, on a du confort, même bien plus que ce qu'on imagine. On a du bon confort, mais on sait pas quand et c'est toujours temporaire. Le côté douche chaude, peinard, tu vois, c'est quand même. Moi, je me rappelle quand je voyageais beaucoup, il y a des moments où je craquais complètement. J'allais à l'aéroport, capitale, aéroport, Hilton. 3 jours. Enfermé dans le truc. Douche chaude, hamburger, bière, CNN. Donnez-moi un peu d'Occident et de. Tu vois, c'est sérieux. Il y a un moment, tu as besoin un peu de retrouver l'Occident quelque part. Tu vois, la mode. Alors quand on a envie de faire une grosse pause comme ça et un besoin d'Occident, comme tu dis, on se fait une pause volontariat dans un hostel. On travaille dans une auberge de jeunesse. Pour avoir en effet un petit peu plus de confort, une douche chaude et avoir aussi d'autres voyageurs, parler avec d'autres voyageurs occidentaux. Donc ça va de temps en temps on fait une pause comme ça, mais c'est tous les 2-3 mois on fait ce genre de pause. Bon c'est bien, la prochaine fois nous parlerons avec comment elle s'appelle ton amie? Maude? Non, pas du tout. Margot, voilà. Ouais. On parlera avec Margot la prochaine fois. Et tu l'embrasses. Bonne route, faites gaffe à vous, amusez-vous bien, profitez bien, ça a l'air cool. Merci, c'est un plaisir d'être dans votre émission. Poursuivez et vous envoyez des sons de temps en temps à Stéphane, non? Julien. Ok, on pourra. Oui, quoi. On pourrait. Mais si, Stéphane, il dit non, demande pas de ça. Mais si, non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Si, demande. Et puis une petite photo avec vous deux devant un paysage et puis le panneau ALP, le hashtag ALP pour t'écris la page Instagram sur un post-it, ouais. Et tu envoies, tu peux envoyer des musiques. Un soir, vous savez pas quoi faire, ça peut arriver. Vous enregistrez avec un iPhone toutes vos impressions du jour. Sérieux, hein, je déconne pas. D'ailleurs, je dis ça à tout le monde. Vous prenez votre téléphone à 2, 3 ou tout seul et vous racontez tout à fait librement tout ce qui vous passe par la tête par rapport à là où vous êtes et vous envoyez tout ça à Stéphane. C'est vrai, ça serait bien. C'est bien ça. Oui, tu fais ça, bien, vous faites ça. Et puis voilà. Puis sinon, on pense à vous, on vous embrasse. Tracez bien. Voilà. Ciao. Ok, ça marche. Salut, bonne route. Salut. À bientôt, salut. Bye bye. Ils sont bien, hein, Charles. C'est sympa, cool, très sympa. C'est cool, moi j'aime bien. Enfin, non mais sérieux, on vit dans un monde extraordinaire pour ça. C'est-à-dire que tu te balades assez facilement, c'est chouette. Ouais, là on peut aller partout. Donc, moi je suis allé au Panjshir, donc à Kaboul, en Afghanistan. Ouais. J'étais le seul occidental sur zone, mais à partir du moment où tu as envie d'y aller, disons, et c'était un peu engagé, quoi. Oui, alors l'Afghanistan, c'est pas là. C'est marrant, c'est pas ça que je pensais au début. Non, mais par rapport aux pays dans lesquels on peut aller, j'étais avec le commandant Yamad Khan. C'est l'Afghan qui a détruit le plus de chars
russes au lance-roquettes. Ah, les fameux Stinger, là, c'est pas comme ça, c'est les trucs qu'ils mettent sur les Non, là, c'était lance-roquettes simple. Mais bon, donc j'ai pu rentrer et après on peut circuler, quoi. Donc, alors dans des pays évidemment moins compliqués que ça, donc effectivement il n'y a pas tellement de problèmes. Je reviens donc à ton histoire d'Australie, Oui. et la conclusion que tu en as tirée, parce qu'il y avait quand même une connotation fortement écolo dans ton expédition, c'est de faire tout ce voyage de 12 jours, je le rappelle, sur un véhicule, parce que c'était plus dessus que dedans, solaire. Et puis au bout du compte, tu dis oui, c'est bien, ça a marché, mécaniquement ça a très bien marché, pourtant les conditions étaient difficiles. Bah, la solution solaire, on l'a, donc ça, il n'y a pas de problème. Hein, ça, c'était vraiment... mais en tout cas, pour le loisir, ma conclusion personnelle, c'est que l'idéal, c'est le voyage à pied. Bah voilà, À avec dos un d'âne, âne, éventuellement. à dos d'âne, Ou chameau. à dos de chameau. Non, mais ce qui veut dire qu'on voyage plus, quoi. Ah si. Si, faut juste non, mais prendre le pour, temps. l'Atacama, moi, je l'ai traversé de Non, mais Fontaine. oui, mais t'es pas parti de Paris pour aller dans l'Atacama en âne. Ah bah Enfin, non, tu vois. non, Bah non, oui, bah non, voilà, le non, problème, mais il est par là. contre, oui, non, mais évidemment. Après, quand on est sur place, pour ce qui est de l'expédition, ou enfin, sans parler d'expédition, pour ce qui est de la promenade, si on se promène, il faut y aller à pied, il faut y aller avec des moyens en chien de traîneau, par exemple, quand ça se prête, ça c'est fantastique. Mais non, le solaire, si on fait... Qu'est-ce qui va pas dans le solaire, c'est quoi? Comment ça se fait? Tout à l'heure, je sais pas si on l'a dit au micro, mais on en parlait autour de la table, tu disais finalement, le solaire, c'est sans doute quasi aussi mauvais Peut-être pire. qu'une voiture classique. Peut-être pire. Pourquoi? C'est les batteries? Le problème, tu as donc les panneaux solaires, donc c'est ça... c'est quand même un problème par rapport aux métaux rares. Il faut aller les chercher et ça pollue énormément. Je peux te donner un exemple. Quand je traverse l'Atacama, donc à pied, 1300 km, sans ravitaillement, sans assistance. Donc c'est l'Atacama, Chili, donc c'est le désert le plus sec du monde. Et grosso modo, il pleut absolument jamais. Et grosso modo, au milieu du désert, il y a un petit village qui s'appelle Quilagua. Il pleut jamais. Mais comme c'est le long de la cordillère des Andes, il y a un petit filet d'eau qui arrive des montagnes. Je me dis chic, je vais boire un coup. Donc je prends cette eau, je la filtre et je commence à la boire. Et les villageois des Indiens, il doit y avoir, je sais pas, 300 personnes, 300 Indiens, se jettent sur moi en me disant attention, danger mortel. On n'a même pas le droit d'arroser nos quelques petites plantes sur place. Pourquoi? Pollution. Dû à l'exploitation du Exactement. lithium. Voilà. Dû à l'exploitation des métaux qui vont servir aux panneaux Parce que solaires. c'est comme l'histoire de l'or. Pour sortir les métaux, il faut les rincer avec des solutions chimiques, des choses comme ça. Alors ça, c'est trop pointu pour... Ou ils balancent des... bon. Non, ou alors ils balancent du cyanure, je sais pas quoi. Ouais, bon. Et alors attention, en plus, c'est une pollution, a priori, qui est définitive. Contrairement par exemple aux hydrocarbures, où on s'aperçoit que même les catastrophes type Amoco Cadiz ou compagnie, au bout d'un certain temps, ça disparaît. Ouais. Voilà. Donc, si on regarde les choses de près, bon... Comment il nous a plombé le truc? On avait trouvé la solution, on sauvait le monde avec le soleil, l'autre il arrive, non. C'est mort, les gars. Et attention, il y a les batteries aussi. Et les parce batteries, que, sur une voiture, on va dire thermique, on peut à peu près tout recycler. Sur une voiture électrique, l'énorme problème, c'est quand même les batteries. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais bonjour les dégâts. J'ai passé des photos, je sais plus dans quel pays en Afrique, on envoie toutes nos batteries, on est vraiment des sagouins, quoi. Et t'as une pyramide de vieilles batteries, enfin c'est l'horreur totale, quoi. Ouais. Et bon, alors les ânes, bon, moi, je suis pas un spécialiste des ânes, mais ça me branche bien. Mais ça pollue moins. Je sens que ça va être une émission spéciale à On y revient à chaque fois. Non, mais c'est 15 km par jour. Bon, à mon avis, on doit faire plus, Non, non, mais- avec des ânes, non?
Ça m'est faut que tu arrivé. Il est, prennes une il est énervé, Charlie. Non, là, faut tracer, là. Non, mais ça Tu m'est veux- il arrivé va de faire doper les 40 ânes. km, mais 40 km à 3 km/h ou 4 km/h, tu te lèves tôt le matin et t'arrives tard le soir. Ouais, mais tu profites du paysage. Ouais, Donc faut c'est vivre bien. un peu C'est aussi, sûr, quoi. ouais. Pense aux feignasses comme moi qui n'ont pas envie de marcher tout le temps. Non, mais tu le fais quand t'as 30 ans, tu vois. Moi, je l'ai fait, mais t'as pas d'intérêt d'aller marcher. Bah, terminer les voyages des retraités. là, Chacun fait comme il veut, mais moi, je trouve. Bon, le chameau, tu peux lui faire 40 par jour Et puis déjà. l'enjambée est pas la même aussi. Et puis alors les chiens de traîneau là, Discussion spécialiste. L'enjambée du chameau, les gars, quand même, c'est mieux. non mais un chien de traîneau, disons un attelage, tu lui fais faire, tu peux lui faire 50-100 bornes par jour. Hein. Mais comment je vais aller à Limoges en chien de traîneau? C'est marrant. C'est ce qu'il nous avec sort le comme solution. Il Moi, nous je te vois plombe tout. bien. Surtout avec le réchauffement climatique, c'est mort. Il nous plombe tout, là, il nous dit le solaire ça marchera pas, la solution, bah chien de traîneau. tout le monde en chien de traîneau. Imagine le périph'. Ça va pas le faire. Non mais allez, sérieux 2 secondes, donc il n'y a pas de solution. Pour l'instant en tout cas. Non, mais pour aller se promener dans le désert, le mieux, non, c'est d'y aller à pied. Donc, puis en plus, c'est... À pied, on peut faire... si on porte pas trop lourd, on peut quand même faire 40-50 par jour. Hein. Non, pas moi, mais toi, oui. Pas 40 bandes par jour. Alexandra? Allô, Alexandra? Non, c'est Non, pas... Alexandre. Alexandre, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Salut Alexandre. Bonsoir tout le monde. T'as vu, ils vont bien aujourd'hui. Hein. Ils nous parlent que d'ânes, de chameaux et de chiens de traîneau. Ouais, mais ça fait quand même rêver. Hein. Ah bah, Toutes ces histoires de voyageurs et de voyages, c'est fabuleux et je m'y retrouve complètement. Quoi. j'ai des petites notes sur Alexandre. Je vous lis ce qu'il y a devant moi. J'ai toujours rêvé d'être voyageur à 19 ans. Je suis parti tout seul en train jusqu'à Minsk. Waouh, Oui, c'est ça. C'était il y a combien de temps ça? Après la chute du mur, 5 ans après la chute du mur de Berlin. Ouais, c'était à l'époque, c'était 3-4 ans après vraiment l'effondrement du bloc soviétique et Ah ouais, donc t'es rentré. c'était mon premier voyage tout seul. J'avais à peine 19 ans. Je parlais pas l'anglais, je lisais pas le cyrillique comme maintenant et c'était une sacrée aventure. Quoi. Oui, puis alors je me souviens que l'Europe de l'Est dans ces années-là, ça a mis longtemps quand même. Et aujourd'hui encore, je pense que tu vas au fin fond quand tu t'éloignes un peu des grandes villes, tu dois encore être dans un monde très différent quand tu es en Europe de l'Est. Oui, moi je connais très bien la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. C'est vrai que quand on va dans la campagne, on n'a pas l'impression d'être en 2020. Ça fait penser à un film, tu sais, qui te replonge dans des années en arrière comme ça. Bah oui, parce que rien n'a bougé. Moi, ça m'a fait ça, figure-toi, je vous raconte vite fait, en Afrique du Sud. Je me retrouve en Afrique du Sud, mais 1 an ou 2 ans après la fin de l'apartheid, c'était vraiment pas loin. Ah ouais, et en fait, l'Afrique du Sud avait été isolée du monde du fait du boycott général d'à peu près tout le monde. Enfin, il y a le marché noir, tout ça, mais disons que politiquement et diplomatiquement, il y avait un boycott de l'Afrique du Sud, donc elle était coincée dans son jus. Et sans déconner, t'arrivais dans des bleds, t'avais l'impression, parce que c'était une culture blanche anglo-saxonne, et ben t'avais l'impression d'arriver dans des villages américains des années 60, tu sais, avec le truc Happy Days. C'était vraiment étonnant, des vieilles bagnoles, tout à coup t'arrives. Voilà. Et je pense qu'en Europe de l'Est, il y a eu ça beaucoup. Même 5-6 ans après la chute du mur, tu devais encore te retrouver, tu te dis, ah ouais, quand même, voyage dans le temps. Quoi. Maintenant, je serais vraiment intéressé de retourner aux mêmes endroits parce que ça a quand même bien changé. Mais à l'époque, quand j'y étais, c'était les bus des années 60 qui fumaient de partout. J'en voyais un passer avec la capote ouverte qui tenait accroché à l'essuie-glace. Pour pas que ça chauffe trop, j'imaginais la scène où 1 kilomètre avant, le chauffeur était descendu puis avait fait tenir le machin avec le lacet de sa godasse. Ça ressemblait à ça, quoi. Alors après, suite à cette balade, ça y est, c'est parti. Tu t'es allé un peu partout. Alors t'es allé à Erevan, à Téhéran. Ouais, en fait, c'est parti d'une blague que j'avais fait à mes amis qui habitent à Dubaï. Je leur avais dit en 2016, quand j'aurai mes 40 ans. Je prends 6 mois sans solde et je viens à Dubaï à vélo.
Donc j'ai passé des heures et des heures sur Google Maps à faire mon itinéraire. Et puis malheureusement, après cette plaisanterie, je me suis collé un prêt immobilier sur le dos. Ah mais jamais. Donc, Erreur de base les gars. Jamais de prêt immobilier. Je m'en rends compte. Du coup, depuis, de temps en temps, quand je peux, je prends une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ouais, c'est chouette, ça. Le gros voyage que j'ai fait, c'était 4 semaines. C'est quand j'ai fait Erevan, Téhéran à vélo. Waouh. En 3 semaines. Belle balade. Et c'était assez fabuleux. Au début, j'ai vraiment découvert ce que c'était la vraie solitude, hein, où je me suis rendu compte qu'en fait, on est pris dans notre quotidien, dans notre routine quotidienne. On se réveille le matin, on parle à quelqu'un peut-être. On arrive au boulot, on parle aux collègues. Quand on va au boulot ou quand on en revient, on parle à quelqu'un. Et j'ai compris que là, j'avais l'opportunité d'être tout seul avec moi-même, quoi. C'est ça que t'appelles la méditation à 2 roues. Et c'est marrant, t'es pas le premier à dire ça. Beaucoup de gens qui voyagent comme ça, lentement ou longtemps tout seul. Je me rappelle beaucoup d'auditeurs qui marchent, me disent, bah toi aussi tu me l'as dit Stéphane avec ton âne là. Au bout d'un moment, t'es dans une espèce de, ouais c'est ça, de méditation. T'es tout seul, ton cerveau il part en vrille quoi. Voilà. Les 2 premiers jours, je pensais que je me sentais complètement angoissé, vraiment vraiment pas bien. Alors j'avais mis ça sur le dos de l'altitude parce que en Arménie, on est rarement à moins de 2000 mètres. J'ai fait plusieurs cols à 2004, 2005. Donc, quand on vit à 400 mètres, comme c'est mon cas à Thonon-les-Bains, à Thonon-les-Bains, oui, c'est pas, c'est pas d'altitude. Ouais. Et puis au bout du 3e jour, là, j'étais vraiment dans le. C'est quand je me suis retrouvé. Au premier col Caravan-Sérail, pas très loin du lac Sévan. C'est pour anecdote, c'est un lac qui est presque grand comme le lac Léman, mais qui est à 1900 mètres d'altitude. Et là, j'étais au milieu de nulle part avec des paysages fabuleux de volcans éteints. Il y a un berger qui est venu à ma rencontre parce que je pensais qu'il voyait pas grand monde là-bas. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le déclic et ça y est, j'étais dans le voyage, quoi. Ah, c'est bien. Comme quoi, hein, il faut. Non, mais tu vois, des voyages de 15 jours, 3 semaines, un mois, il faut les faire. Dès qu'il y a un petit bout de temps, 2 jours même, on s'en fout. Regarde Gabi, on est dans son salon, elle est à Bangkok. On a essayé de l'appeler d'ailleurs. Elle est à Bangkok. J'ai envoyé un message, elle répond pas. Hein, je te dis, bon voilà. On l'embrasse si jamais elle écoute. Elle est à Bangkok, tranquille. Mais toi, pareil, 3-4 jours, enfin c'est marrant. Non, c'est bien, c'est bien. Et alors là, tu vas où ? Sardaigne, Corse. Voilà, là, cette année, j'ai prévu de faire début avril la Sardaigne. Je vais pas faire la Corse finalement parce que je veux bien profiter de la Sardaigne. Après, on fait début juin, on fait Munich, Budapest. Et puis en juillet, j'ai 2 semaines. J'ai très très envie d'aller au Ladakh, au nord de l'Inde. Alors là, c'est 3000, 3005 en moyenne d'altitude. Et puis, il y a des cols qui sont à 500-600 mètres au-dessus de l'altitude du Mont Blanc qui est à 4008. Mais je crois que le voyage le plus fabuleux que j'ai fait, c'était l'été dernier. J'ai fait fin août, je suis allé en Israël, en Palestine et en Jordanie. Ah là là, au cœur de l'actu. Super chaud. Ouais. J'avais pas prévu d'aller là-bas et puis peut-être 1 mois et demi avant de partir, j'ai posé la question sur un forum de voyageurs à vélo longue distance auquel je suis habitué depuis des années. Comment c'était de rouler en Israël et puis je me suis fait insulter. Enfin, j'ai eu tous les noms d'oiseaux. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est Israël, quoi. Voilà. Et puis j'ai dit, mais les mecs, il y a 2 ans, je suis allé en Iran, personne ne m'a rien dit. Voilà. Il y en a qui mettent leurs photos quand ils vont en Birmanie où ils massacrent les Rohingyas avec des méthodes de nazis. Non, mais de toute façon, on peut passer partout, mais il faut être conscient que les 3/4 des pays où nous allons ne sont pas fréquentables en soi. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'on a de la chance quand même chez nous, quoi. Rien que de traverser la Chine, hein, t'es chez les méchants quand même. Mais c'est étonnant ce que tu dis sur le coup d'Israël. C'est que ça focalise quand même une haine, j'allais dire. Mais oui, c'est ça.
Non, D'accord. non, franchement, j'ai eu, par contre, j'ai jamais eu aussi chaud toute ma vie, hein, franchement. La vallée du Jourdain, j'ai fait 115 km jusqu'à Jéricho. Ouais. Bon, techniquement, c'est pas dur. On est à peu près à 250, 300 mètres sous le niveau de la mer. Mais à partir de 9h du matin, il faisait dans les 40, 45 degrés, quoi. T'as eu combien, toi? Attends, excuse-moi, Alexandre. Dans le désert de Simpson, il faisait combien? Je sais pas. Ok, J'ai pas merci. de thermomètre. Bah, t'aurais pu quand même entendre. L'autre, il fait une expédition scientifique. Non. Sur... Je sais Ah, pas, il faisait- le non, iPhone il- avait grillé, de toute façon. Tout brûlait. Oh, Non, il faisait chaud. les gars. Non, il faisait chaud. Dès le matin. Et le Sinaï, t'as traversé un peu le Sinaï? Non, parce Ah. que là, vraiment, dans le sud, c'était vraiment trop chaud. C'était vraiment pas un voyage à faire au mois d'août, hein. Je regrette Ah oui. absolument pas. Pourquoi tu connais Mais, le Sinaï, Charles? Bon, pour moi, c'est un des plus beaux endroits du monde, hein, le Ah bon Sinaï. Ah, c'est des endroits où j'ai fortement envie d'aller, mais après, en une journée, sur la vallée du Jourdain, j'ai bu 17 litres. J'ai pissé 18 litres. C'est pas Ah, énorme. tu j'ai pisses rien. pissé- Bah non, ouais, j'ai bah non, tu pissé pisses rien, l'équivalent d'une tasse à café. Ouais, peut-être. ouais, c'est... Non, qu'est-ce qu'il a de fantastique, le désert du Sinaï? C'est quoi? C'est les couleurs? Ah, t'as des vallées encaissées avec à la fois des étendues de sable, des falaises, des oasis. T'as un concentré de paysages variés divers, c'est absolument extraordinaire. Et le vélo, on parlait des ânes et c'est extraordinaire pour se déplacer. Et là, on peut faire. Tu fais combien de kilomètres par jour quand c'est pas trop compliqué? Ah, ça, c'est son toc à Charles. Combien de kilomètres par jour avec l'âne? Voilà, l'envergure des pattes du chameau, c'est bon, on gagne 3 kilomètres. On sent qu'il est en train de chercher quelque chose là. Ouais. Non, mais j'ai un projet. Non, mais là, effectivement, je cherche pas quelque chose, hein. J'ai un projet de tour du monde à vélo. Paris, Sibérie, traversée du détroit de Bering, descendre jusqu'au Cap Horn. Ouais. Et après, bon, là, je suis obligé de prendre un petit bateau à voile pour revenir par. Oh, tu nous fais ça en 15 jours, 3 semaines, toi. par Non, mais. On reviendra demain. Par contre, pour Non, la mais- traversée du détroit de Bering, c'est plus possible en vélo parce que Ah bah non. ça fait 2 ans qu'il est plus gelé, hein. Oui, bah, je prendrais. Un sous-marin russe. Non, je prendrais. Non, un bateau à rame. Je connais bien. Rame. Non, mais je connais bien. Détroit de Bering. Mais j'ai fait il le veut passage faire du Nord-Ouest écolo. à la rame. Bah oui. Détroit de Bering, je suis parti du Détroit de Bering. J'ai fait 165 jours en solo. Extrême Nord, c'est une des expéditions les plus compliquées que j'ai faites. Détroit de Bering, extrême Nord comme tu as l'air de connaître, extrême Nord de l'Alaska, extrême Nord du Canada et arrivé au Groenland après 165 jours. À vélo? À la rame. À la rame, oui, mais je suis con. Ah ouais, ça c'est Et alors, non, rustique, mais et en fait, tu fais combien de kilomètres par jour à vélo alors, pour revenir au tout début de la conversation? L'autre, on est parti à la rame dans le détroit de Bering. Déjà, j'ai du mal à visualiser le truc. Non, mais c'est pas Charles très dans long. sa barcasse, tu sais. Oh, les gars, Non, mais le Détroit de Bering, c'est gentil. Bah, Ça fait... les kilomètres par jour à vélo, ça dépend de l'humeur, Ah bah ça voilà, dépend de la topographie. Oui. Mais en général, je peux faire. J'aime bien faire 100, Tiens, 150. bah voilà. C'est- là, il s'y retrouve. Il connaît pas la température dans le désert, mais le nombre de kilomètres, ça le On a une parle. émission, une phrase scientifique. Il faisait combien dans le désert? Il faisait chaud. Et tu fais combien de kilomètres par jour? Ça dépend. Et le détroit de Bering, en barque, ça marche. Voilà, bon, bah débrouillez-vous avec ça. Pour faire un guide de voyage, ça va pas être facile. Le guide approximatif de Charles. Non, mais le vélo, c'est vraiment génial, quoi. 150 bornes par jour, mais c'est énorme. Alexandre, je réalise. Ouais, bah c'est mon 100, 150, c'est mon rythme auquel je me sens bien, quoi. Non, mais tu fais que ça alors du coup? Toute la journée, tu pédales. Non, parce que je fais quoi? Je fais du 20 de moyenne à peu près, quoi. Bah oui, bah, c'est beaucoup. Enfin, tu pédales quoi toute la journée. Ouais. Ah bah, Bah, l'année dernière, pour me défouler, j'étais un peu énervé. Je suis parti de Thonon à 5h du matin et je suis allé jusqu'à Tain-l'Hermitage, pas loin de Valence. Fait 240 km. Oh, il a été énervé. Là. J'avais jamais autant roulé. Je voulais faire 300 km. Je voulais prendre la Via Rona à Vienne.
Alexandre, bon, la drogue, c'est pas bien. la drogue, c'est le vélo. C'est L'endorphine qui arrive. J'arrive pas à m'arrêter, ça c'est impossible. Moi j'essaye en bas, il y a une salle de sport. Vous allez vous moquer, mais c'est vrai. Et je me dis, bon, elle arrive quand l'endorphine? C'est quand c'est agréable, quoi. Puis au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, ça marche pas leur truc. Non, mais en salle de sport, elle arrive jamais. Ah bah, personne me l'a dit. Ça, le gars qui m'a vendu l'abonnement, il me l'a pas dit. Hein. Surtout pas aller en salle de sport. Va marcher dans la rue. Je voudrais bien poser une petite Paris question aux autres voyageurs. Moi, ça m'a souvent fait le cas quand je revenais de mes voyages, même de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. J'ai une petite période où je suis un peu déprimé. Bah, c'est normal. Ouais. Quand tu es en voyage, tous les jours sont différents. Tu te réveilles chaque matin. Chaque jour est une espèce d'aventure, finalement, une expérience. Tu reviens chez toi, et ben ça s'arrête. C'est terrible. Je peux t'en parler, mais on n'a pas assez d'1 heure d'émission. C'est vrai, oui, mais toi, t'es toujours déprimé. C'est lui, il est arrivé à un stade, c'est pas qu'il parlait à Alan, c'est que Alan lui répondait. C'est là où, tu vois, il allait très très loin, Stéphane. Ça va mieux. C'est pour ça, on lui fait faire il a monté la web radio. Je suis pour Zach. En fait, c'est une activité thérapeutique qu'on fait là. Bon, bah écoute, mon cher Alexandre, on va arrêter là. J'ai dit à Flo, tu peux co-animer avec moi l'émission. Ça fait 1 heure qu'elle se marre. Ouais, c'est communicatif, ça fait plaisir. Hein. Bravo Alexandre, en tout cas. Ouais, mais merci. Je vous ferai un petit topo de mon voyage au Ladakh si j'y vais. Ah bah avant, attends, tu vas en Sardaigne, là, tu nous appelles de Sardaigne. Oui, ouais, pourquoi oui, mais je connais pas la Sardaigne, moi j'ai jamais été en Sardaigne. Et t'as quoi comme vélo? T'as quoi comme... La voix qui arrive de nulle part. Le vélo, c'est quoi? T'as quoi comme vélo? Moi j'ai un cadre de BMC, j'ai plus que le cadre d'origine. Et puis là, je suis en train de voir pour mettre un roll-off à l'arrière, comme ça j'ai plus de dérailleur. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est comme une boîte à vitesse en fait. Hein. C'est dans un bain d'huile fermé, c'est des engrenages et il y a 14 vraies vitesses et d'après tout ce que j'ai vu, c'est vraiment le top. Mais il faut toujours quand pédaler. on voyage, quoi. Ah bah oui. Oui. Bah justement, par rapport à ce que j'entendais il y a quelques minutes sur les batteries, l'électrique. Moi, je me dis que c'est bien pour quelqu'un qui est en situation de handicap et qui veut rouler un peu, mais je me dis que quand on a la chance d'avoir un corps qui nous permet de pédaler, prendre un vélo électrique, c'est une hérésie, quoi. Bah, viens voir à Paris, tu vas pas être déçu. Ah ouais, je sais. Il y a que des cadres sup qui sortent de la salle de sport pour prendre des trucs électriques. Alors, on est mort. Ouais. Et ce qui me fait vraiment sauter au plafond, c'est d'entendre que c'est vendu comme quelque chose d'écologique, alors que ça ne l'est pas du tout. Quoi. On s'est tous fait avoir. Enfin, on s'est tous fait avoir. Pas moi, parce que moi, c'est moi. Mais de toute façon, j'en fais pas de la trottinette. Jamais. Vous me verrez jamais sur une trottinette. Hein, au passage. C'est le genre de truc impossible. C'est Eric Lange sur une trottinette. Non mais. Est-ce que tu vois James Bond sur une trottinette? C'est un livre, Eric Lange en trottinette. Non, jamais. Eric Lange en trottinette, jamais. Il y a 2 trucs que vous me verrez jamais, c'est trottinette et valise à roulettes. C'est pas possible. Voilà. C'est une histoire d'esthétique. C'est voilà. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Non, mais là, t'as raison. Il a raison. Non, mais on s'est fait avoir. Tout le monde s'est fait avoir. Ah bah super. Trottinette. Je sauve la planète. Je me suis pas fait avoir sur la valise à roulettes. Ouais, je compte sur toi. Mais t'as pris un âne, toi, du coup. Alors. T'as pas simplifié le truc. Il était pas électrique, celui-là. Ah non, ça, il est. Ok, on sait pas. Bon, Alexandre, merci beaucoup. Bonne route. À la merci prochaine. de m'avoir eu dans l'émission. À une prochaine. Allez, tu repasses quand tu veux. Salut. Ciao. Salut. Je reviens à l'Australie vite fait. Après, on repartira sur tes projets. Oui, tu dis qu'il faisait chaud, mais c'était juste au début de la période des incendies. Et on entendait ici dire qu'il faisait exceptionnellement chaud en Australie. Que c'est expliqué, ces histoires d'incendie. C'est que c'était vraiment, c'était fou, quoi. C'était à peine tenable. T'as ressenti ça, toi, vraiment? T'as ressenti toi qui es quand même habitué des situations extrêmes? Oui, mais de toute façon, la chaleur, ça supporte. Hein, donc, rien à voir avec le froid. Quand il fait vraiment froid, là, ça devient insupportable. Mais quelles que soient les températures, si on se met à l'ombre, on attend que ça se passe. Non, là, si. Australie, la difficulté, c'est que la nuit, il faisait quasiment aussi chaud.
Oui, ça c'est dur. Ça. Alors oui, et puis si, alors voilà, donc j'avais une petite tente. Alors il y a pas mal d'animaux que je connais, un petit peu les ânes, les ours blancs, mais par contre les serpents, j'ai pas une grosse pratique. Et on m'avait tellement dit que c'était le désert où il y avait le plus d'animal à morsure mortelle. Ah mais oui, on dit que le Red Heart, c'est un lieu, c'est exceptionnel. Non, c'est très dangereux à cause de ça. Voilà, des scorpions, des trucs qu'on sait même pas. Donc dans ma tente, je fermais tout. J'ai 60 degrés c'était là-dedans, non mais la nuit, non mais effectivement, oui. c'était une horreur absolue. Et en dormant sur un petit hamac dehors, il y a pas d'arbre. Bon. Oui, sur quoi tu l'accroches? Non, et alors après, je vais un petit peu. Alors du coup, je me suis fait piquer par une araignée le 3e jour. Donc j'avais la main qui avait pas mal enflé, puis bon, c'est passé. Donc, mais non, la nuit, c'était... parce que souvent, dans le désert, la nuit, on a un mauvais moment à passer pendant la journée, quoi, 8, 7, 8 heures, puis après, les nuits sont fraîches. Là, non, pas du tout, c'était très, très chaud. Donc. Mais autrement, non, on se met à l'ombre. Le meilleur exemple, c'est qu'il n'y a quasiment pas de désert dans le monde où il n'y a pas de vie. Oui, ça c'est vrai. À chaque À fois, part l'Atacama, où il y a zéro. Un désert, t'as l'impression qu'il n'y a personne. Il suffit que tu t'arrêtes et il y a quelqu'un qui arrive. Tu dis, mais d'où il sort celui-là? Tu sais pas, mais ouais. T'as toujours un peu de végétation, t'as toujours des nomades qui traversent. Même d'ailleurs dans l'Atacama, qui est le désert le plus sec du monde, pas le plus chaud, mais le plus sec. Historiquement, il y a toujours eu des Indiens qui ont traversé à pied, par exemple. Alors que par contre, les déserts blancs, parce qu'aujourd'hui c'est la tendance d'appeler ça comme ça, tu as quand même des étendues extrêmement grandes où il n'y a personne. Si on prend par exemple le passage nord-ouest, même les Inuits, enfin les Esquimaux, en fait ils étaient toujours sur le bord, ils ne sont jamais aventurés sur certaines zones, quoi. Perrine est avec nous. Salut Perrine, bienvenue. Salut, merci. T'es où ma chère Perrine? En ce moment, je suis en France, mais je m'apprête à partir aux États-Unis pour une grande randonnée. Alors toi, je regarde un petit peu le petit mot que j'ai sur toi. Ah bah tu remercies Allô la planète et tous les contributeurs qui ont fait que t'es parti. D'ailleurs, je sais pas où t'es allé, mais t'es parti. En effet. C'est vrai, c'est à cause de nous encore? Exactement. Qu'est-ce qu'on a renvoyé comme gens sur les routes? C'est fou, quoi. Enfin, terrible. Donc oui, une Nouvelle-Zélande où tu as appris à naviguer. Mais maintenant, tu es une navigatrice, une vraie alors? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai fait plus de 10 000 milles à la voile, alors qu'en 2015, j'avais jamais mis les pieds sur un voilier, mais j'avais cette idée que certainement Allô la planète m'a mis dans le crâne que je pouvais traverser l'Atlantique à la voile, en fait. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est fait. Et c'est fait, voilà. Et ça, alors ça, je m'en veux dans ma vie. Je l'ai pas fait. Tu peux le faire. Oui, c'est vrai. Mais... c'est vrai. Je vais le faire, ouais. Ça faut que je fasse. Ouais, et ça m'arrive. Non mais c'est marrant parce qu'en plus ça m'arrivait plusieurs fois qu'on me le propose. Tu vois des trucs. Bah oui parce qu'il suffit. À un moment j'étais à Tanger. Et Tanger c'est une escale. Je sais pas si elle est toujours pour les gars qui amènent les bateaux, qui convoient des bateaux l'hiver en Europe et ils les envoient aux Caraïbes pour les louer. Tu sais, type qui louent des bateaux de loisirs. Et les gars ils s'arrêtaient à Tanger et ils cherchaient des coéquipiers pour traverser l'Atlantique. Et t'es dans un bar et le mec il dit tu veux pas venir dehors, je pars, je traverse. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des gens comme ça. Je me dis merde, putain, j'aimerais bien le faire. Et tu payes que dalle, tu payes tes frais de bord ou je sais pas comment ils disent là. Oui, ça dépend des capitaines. Ouais. Pour nous, on a payé notre nourriture, c'est tout. Voilà, tu payes ta nourriture et un peu de pognon pour participer au bon, frais après, du bateau. Ouais, nous on invite le capitaine, on est sympa quand même. Mais il y a des gens même qui considèrent que toutes les dépenses à bord. Enfin, moi j'ai un capitaine à qui j'ai navigué 5 mois au total. Pour lui, on lui rend service. Il le ferait pas sans nous. Donc toutes les dépenses à bord, marina ou pétrole, c'est lui. Et par contre, quand on arrive en ville, là, chacun paye sa part. Mais en fait, on l'invite. Non, parce qu'ils sont obligés d'avoir des équipages. Même. Tu peux pas sur ces bateaux-là. C'est des. Si tu traverses l'Atlantique, il faut quelqu'un sur le pont 24 heures sur 24. Donc c'est quand même plus compliqué tout seul. C'est faisable, hein, mais c'est. Combien de temps? C'est déjà plus sympa. Combien de temps ça dure la traversée de l'Atlantique? Alors nous, on a fait Canaries, Cap-Vert, Barbade. On a mis 15 jours entre Cap-Vert et la Barbade. Au total, on a mis 365 heures, hein, si je me rappelle bien. Sympa. Depuis les Canaries. C'est bien, c'est chouette à faire. C'est super. Ouais, et puis c'est être tout seul sur le. Bon, après, dès qu'on est en navigation hauturière, c'est être tout seul sur le pont avec les étoiles, le lever de lune, coucher de lune, étoiles filantes, éclipse de lune, j'ai eu une fois aussi.
c'est juste génial. Et après, il y a les dauphins qui viennent, tout simplement. S'amuser, jouer, nous regarder. Alors moi, et mon côté urbain, citadin, ultra-terrestre, je pense que j'aurais une appréhension à me voir sur un petit bouchon au milieu de l'océan, tu vois, cette espèce de... presque de la claustrophobie quelque part. T'es sur un tout petit truc au milieu d'une immensité. Tu sais ces photos où tu vois le fond de la mer en dessous du gars qui nage? C'est insupportable. Oui, alors moi j'adore. Tu vois une immensité d'eau, des toutes petites silhouettes au-dessus, et en dessous, là, il y a des tas de trucs. C'est extrêmement impressionnant. Quand tu prends du recul, c'est terrifiant. Et, non, voilà, ma question, c'est est-ce que tu ressens ça à un moment quand tu es au milieu de l'océan? Et de ce que tu décris, tu vois, j'ai un souvenir. Donc là, c'était notre. En fait, entre le Portugal et les Açores, à un moment, on n'a plus eu de vent. Ouais. Et donc, j'avais insisté auprès du capitaine qui est un peu frileux, justement. Je lui dis, est-ce qu'on peut sauter par-dessus bord? Et donc, il m'a laissé le faire. J'ai entraîné mon chéri avec moi. Et ensuite, lui nous a suivis. Et ce qui est extraordinaire en plongeant, bon, déjà, même si on n'a plus de vent et qu'on n'a plus de voile, le bateau, il avance quand même encore un peu. Donc, il ne faut pas rater l'échelle au bout. Tu m'étonnes. Mais c'est ce bleu profond qui est incroyable. C'est vraiment ce bleu marin dont on nous parle, en fait, cette couleur-là qui est inimitable. Et comme tu dis, on voit rien, mais c'est plein de vie. On voit absolument rien. Il y a un vertige, en fait. Oui, c'est ça. C'est comme si tu... Oui, t'es dans rien, t'es dans... Oh là là. Alors, sur ce parcours-là, celui dont tu as parlé, j'ai à la fois un record de vitesse et un record de lenteur. Vas-y. Je te présente Charles. Si je ne l'ai pas présenté, si tu n'avais pas écouté depuis le début. Charles, il arrive comme ça, il sort des trucs incroyables. Alors, au pôle Nord, j'ai beaucoup aimé un ours. Donc j'ai un record de lenteur parce que j'ai fait la traversée Dakar-Amazonie en 36 jours. Donc c'est pas très vite, mais comme je l'ai fait à la rame, c'est en même temps toujours en cours le record de vitesse sur l'Atlantique Sud à battre. À la rame, c'est rapide. À la rame, t'as mis combien de temps? 36 jours. Ouais, parce que je sais pas pour les hommes, mais des femmes, elles mettent environ 110 jours pour traverser l'Atlantique. Non, il n'y a pas tant d'écart entre les hommes et les femmes. Ouais, tu crois? À la rame. Okay. À la rame. T'as vu comment il précise ça? Le vieux macho quand même. À la rame. Mais t'as fait ça toi? T'as traversé l'Atlantique à la rame? Ah bah, oui, c'est vrai. Là, c'est un record de vitesse, mais j'ai fait. Alors lenteur. Non, alors j'ai fait. Non, à la rame, et je suis le seul pour l'instant, si ça intéresse quelqu'un, je suis le seul à avoir fait un aller-retour sans escale et sans ravitaillement. Aller-retour. Atlantique. T'es arrivé là-bas au bout, t'es reparti? Non, je suis parti d'Amérique du Nord. J'ai fait Amérique du Nord, Europe, le long de l'Afrique. Je suis passé donc Cap-Vert. J'ai laissé le Cap-Vert à tribord et je suis reparti de l'autre côté. 145 jours non-stop. Faut pouvoir le sortir ça à tribord, sans se planter. Peut-être qu'il dit n'importe quoi, je sais pas, mais non, il a raison. T'as fait une boucle quoi, t'as fait une grande boucle. Aller-retour quoi. Oh. Ouais, c'est bien. Et un mètre carré pour vivre, 1 mètre carré, et même si on fait une loi carrée, j'ai 0 parce que j'avais 80 cm au torse Subaru quoi. Et t'étais content dans ton petit cercueil, petite caisse? Bah, oui, c'est ça, c'est une caisse. Attends, t'as vu les trucs, comment ils sont dans leur bateau là quand La vision optimiste d'Eric. Je me vois pas du tout en train de ramer. Ah, ben non, c'est une vraie caisse. J'ai même pas de. Il n'y a pas de fenêtre. Du tout, quoi. Il n'y a pas de. Ah, mais moi, je deviens fou. La nuit, tu fermais ton truc? Bon, il n'y a pas de nuit, hein, parce qu'on rame. Il y a pas. Non, mais il y a des moments où tu dors quand même. On va t'envoyer dans un labo, toi. Analysez-moi ce qu'il y a là-dedans, c'est pas normal. Non, mais tu dors quand même quand tu fais. t'es obligé. Non, mais voilà. Alors, pas spécialement la nuit. Et quand tu dors, tu fermes tout comme ça, et t'es là dans ton truc, et t'es comme dans un bouchon au milieu de. Ah bah oui, c'est un bouchon, c'est un vrai bouchon parce qu'il se retourne. Il y a un petit pilotage automatique pour pas. Non, moi j'ai pas. Bah bien sûr, non. Ouais, ça fait comme ça, ouais. Ouais. Non, moi je prends pas de pilote, c'est vraiment. Mais comment tu fais alors quand tu dors? C'est là où tu dors pas. Voilà. J'ai une angle flottante, donc j'arrive à me stopper plus ou moins, et puis j'attends que ça se passe, quoi. Donc et là, on est vraiment près de la nature, hein, donc on est. Bah, on est dedans. Ah, on est dedans. Perrine. Oui. Et donc là, tu es sur un projet, tu vas faire toute l'Amérique du Nord à pied. Non, si.
C'est ça. Mexique. La frontière mexicaine et la frontière canadienne. C'est le Pacific Crest Trail. À pied, donc. Pour ceux qui ont lu Wild ou. Qui ont lu quoi? Wild. Non, je sais pas. Il y a un film aussi avec Reese Witherspoon. En fait, c'est un sentier de randonnée américain, scénique, comme ils appellent ça, qui est maintenu par une association. Et donc, il y a 2650 miles, je pense que ça fait 4200, 4300 km. Et c'est un chemin de randonnée, toujours voilà, le même, quoi. donc il n'y a pas de cabane, il n'y a pas... Pour les ravitaillements, on arrive à des croisements et des routes, il faut faire du stop, mais il n'y a quasiment pas de trafic et les villages sont... de 200 habitants. Et tu manges quoi alors? Tu tues un castor de temps en temps? Il faut pouvoir porter sa nourriture sur 8 jours à peu près. Pareil en fait, on commence par du désert, donc au début, on va devoir économiser notre eau. Ensuite, on arrive dans les Sierras, je pense qu'on a un col à 4100 mètres, quelque chose comme ça. Donc là, on est dans la neige, et s'il y a beaucoup de neige, il faut naviguer à vue. Et après, c'est facile. Donc en fait, il y a 3 mois en Californie, et après... Alors je pose la question à la place de Charles. Tu fais combien de kilomètres par jour? Taille des jambes? Alors pour l'instant... Tu chaussures du combien? T'as quoi comme chaussures? Ouais. Non, mais c'est une très bonne question. En fait, il faut pouvoir avancer suffisamment vite pour pas avoir la neige en arrivant à Washington. Donc, chaussures de rando, c'est pas une bonne idée, par exemple, parce que c'est très lourd, ça sèche mal. Donc, tout le monde, en fait, est en chaussures de trail, parce qu'il faut pouvoir faire 25-30 km par jour. C'est quoi des chaussures? Si on a des chaussures lourdes, ça rajoute du poids, en fait. Des chaussures de trail par rapport à des chaussures de rando, c'est plus quoi? léger. C'est des chaussures de running, si tu préfères, des baskets. Des baskets, voilà, on y est. Ouais, des chaussures pour... Excuse-moi, je parle en américain. Prends des tongs, Eric, comme d'habitude. Ou pieds nus. Prends tes tongs et pose plus de questions. Et t'iras plus lentement. Et ça, c'est quand? Alors, on commence le 1er mai et on espère finir fin septembre. Ah, génial, on va vous appeler alors. Là, tu pars là, le mois prochain. Là, je pars en Californie parce que mon chéri est américain et on se prépare et ensuite on y va. Personne n'est parfait. Et oui, un accident petite est vanne arrivé. facile. Je la regrette déjà. Bon, quoique. Et d'accord. 1er mai. Et alors pareil, non mais t'aurais le temps d'enregistrer de temps en temps ce que tu ressens? Avec plaisir, si on a des coyotes, je les enregistre. Oui, puis même toi, tes impressions, tu vois, quand à un moment tu vas marcher, tu vas t'emmerder un peu. Même c'est très beau tout ça, la nature et tout, je veux bien, mais il y a des moments, faut être honnête. Plaisir, et là tu prends ton téléphone, puis non mais sérieux, ce que t'as dans la tête, quoi, c'est pas grave, et t'envoies à Stéphane et on diffuse sur la radio. Ça, avec grand plaisir. Ah super. Et puis on t'appelle de toute façon du salon. Très bien. Super. Ça marche, Perrine. Merci beaucoup. Amusez-vous bien bonne dans le route. salon. Oui. Bonne route. Longue vie à la planète. Merci beaucoup. Salut. On compte sur vous. Ciao. Merci à toi. On va fermer la boutique dans 5 minutes. Attends, parce qu'on bascule dans les projets. Charles, donc il y a 42 projets en route. Un 43e là avec. Et donc parmi ceux-là, le tour du monde à vélo. Oui. Avec Donc le détroit de Bering et la rame. Voilà. Et le prochain. Oui, le prochain. Le prochain. Donc là, je pars sur un 8000 à ski. Donc en août dernier, j'étais. Un quoi, pardon, excuse-moi. Un 8000, un sommet de 8000 mètres à ski. Oui. Donc en août, là, j'étais sur le plus haut sommet du monde qu'on peut grimper ski au pied. Et là, je pars pour le Shishapangma, c'est un sommet de 8000 en Chine, en espérant que j'arrive à avoir un visa, quoi. Autrement, j'en choisirai un autre au Pakistan. Et l'idée, l'objectif, c'est de partir du sommet à ski. Donc. Waouh, la descente. Mais tu fais une descente d'un coup? Alors, le plus dur, c'est quand même de monter. Et après, si c'est... Tout chose, le mec. Non, si les conditions sont à peu près OK. Non, ça se fait assez vite, quoi. Ça se fait, la descente se fait relativement vite. D'accord, et ça, c'est quand? Tu pars quand, hein? Ça sera en fin août, début septembre. D'accord. Et d'ici là, peut-être, si j'arrive à me convaincre que c'est finalement quand même un moindre mal, peut-être Miami, San Francisco en véhicule solaire. Ah, le véhicule solaire. Ça Miami, San Francisco. Ah, tu recommences, Miami, San Francisco. Voilà. Mais ça, c'est pas encore absolument arrêté. Et d'ici là, mais ça, c'est autre chose. Je cours en derby. C'est-à-dire, c'est du freeride. Donc, on part du sommet d'une montagne.
Ouais. Et puis, c'est le premier en bas, chrono en main. À ski. À ski, d'accord. Voilà. Ok. T'embêtes pas, toi, dans la vie. Hein. Anthony. Oui, Anthony, vous m'entendez ? Ça va, Anthony ? Ça va, impeccable, et vous ? Déjà venu dans l'émission, Anthony, pour nous parler de cette histoire de dessin, c'est ça, avec les enfants un peu partout dans le monde. Et ouais, voilà, la dernière fois, j'étais chez moi, quoi. Parce que là, ça y est, je suis. T'es où ? Je suis dans le feu de l'action. Je suis à Texmelucan, au Mexique, dans l'état de Tlaxcala. Connais pas. C'est... Justement, c'est un état assez peu connu, c'est pour ça que je trouvais sympa de pouvoir y venir, en fait. Comment tu m'as dit ? Texmelucan ? C'est l'état de Tlaxcala, et là, je suis à Texmelucan en couchsurfing chez un couple super sympa qui m'accueille. Et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Et ben du coup, en fait, on arpente un peu. Je me balade avec une vieille coccinelle qu'on m'a prêtée, et puis je vais visiter un peu des écoles à droite à gauche, autant des écoles très très riches que des écoles très basiques publiques. Et puis du coup, je suis parti avec une 50aine de dessins de France. Et puis je les offre au fur et à mesure dans les écoles. Tu continues ton histoire de dessin. Il donne des dessins des enfants, il demande aux enfants d'écrire leur monde, il donne des dessins de petits Français à des gosses dans des écoles, et les gosses dans les écoles donnent eux-mêmes des dessins que lui rapportent. Voilà. Là, une espèce d'acte poétique et gratuit assez splendide, je trouve. J'aime beaucoup le truc qui... Voilà. C'est tout simple. Là, j'en ai sous les yeux. J'en ai un que le gamin, il a coupé en 6 son dessin. Il a fait le drapeau du Mexique. Il a parlé de son sport favori. Les pyramides qui sont à côté de Cacaxtla, c'est des pyramides peu connues, pas comme les Mayas et compagnie. Ses meilleurs amis, puis son animal favori, l'éléphant. Enfin, voilà, c'est des petites choses simples, mais ça permet de montrer que tous les gamins peuvent avoir des points communs finalement. Et puis j'en ai un autre là, il est sympathique, je l'avais pris exprès, je vous l'enverrai en photo. Il a représenté un bonhomme avec une tête de piment, parce que le Mexique, voilà le piment, le sombrero. Il a mis le maillot de foot de l'équipe locale, et puis il a mis Biba AMLO, un petit message politique, c'est le président actuel qui est bien de gauche. Donc c'est des petits messages simples, mais c'est rigolo. Plaisir dans les écoles. Moi je trouve que c'est extrêmement poétique ton truc. C'est voilà, quasi romantique. Allons-y, soyons fous. C'est chouette, c'est très bien. Bon, alors le problème qu'on a, camarades, c'est qu'il faut qu'on arrête l'émission parce que voilà, on va être viré de mon salon. Ouais, mais je connais. Vous êtes toujours à la bourre. On revient quand Stéphane ? Le 8 mars. Le 8 mars, pas le 9 ? Non, le 8. C'est un dimanche, le 8 mars. Le 8 mars. Tu seras là le 8 mars. On démarre l'émission avec toi. Promis, juré. Ouais, faut que je vois ça, mais à voir si c'est possible. Juste pour dire aussi, parce que je vous entendais demander si des gens peuvent prendre des sons. Moi, Stéphane m'a envoyé un petit micro et je suis en train de prendre pas mal de sons à droite à gauche, dans les écoles, dans les métros, dans les bus. Et, voilà, en essayant de commenter un petit peu ce petit périple. Donc, je vous enverrai ça plus tard, quoi. Je compte sur vous. Voilà, il nous faut plein de matos qu'on mette dans la radio. Voilà, c'est fait. Carrément, ça donne envie de voyager, donc c'est toujours sympathique. Moi, j'entends les autres, ça me donne envie de faire plus. Donc, merci à toi. C'est excellent de pouvoir participer. Merci à vous. Vous êtes tous cinglés, mais je vous aime. Salut Catherine. Catherine. Anthony, elle va bien Catherine d'ailleurs, elle est là. Non, elle est pas là Catherine. Là, elle est pas là, elle est sur Morelia. Vu qu'elle est mexicaine, elle est avec sa famille. Elle a profité pour se ressourcer un peu avec sa famille. Et puis, il y a eu quelques petites choses tristes dans la famille, mais je vais la voir mardi, du coup. D'accord. Moi, je suis parti faire mon délire en coccinelle, là, et hop, je vais la rejoindre après. C'est le pays où il y a le plus de coccinelles au monde. C'est là-bas qu'ils les fabriquaient, c'est pour ça. Ouais. Il y avait des coccinelles. C'est ça, la mienne, elle est des années 2000. Elle est toute neuve, quoi. Les années 2000, elle marche super bien. C'est cool. C'est le pays des coccinelles, ouais. C'est assez marrant, il y en a partout. T'as accroché des dessins sur ta coccinelle ? Comme t'avais fait sur le camping-car ou pas ? Celle-là, je peux pas parce que c'est des copains qui me la prêtent. Parce qu'à la base, je suis aussi venu moi, pour chercher un autre combi. Parce que le mien, il est en restauration totale et j'étais venu en apporter un autre. Puis en fait, non, je trouve pas ce que je veux. Donc je me balade en coccinelle. Donc c'est sympa aussi. Mais le nôtre, non, on va le refaire, on va le retaper. Il roulera en France un jour. Je sais pas quand, je viendrai vous voir à Paris avec un jour. Ça sera obligé. Ah oui. Viens dans mon salon avec ta coccinelle. Bon, salut. Salut Anthony, on se voit le 8 mars alors. Le 8 mars, c'est noté. Ça marche. Merci bien. Salut à vous. Salut. Ciao. Bon, salut tout le monde. Merci beaucoup d'être passé. On compte sur vous. Charles, merci. Bonne balade. Alors, je sais plus quelle est la prochaine.
Le Chicha Pamba, voilà. Voilà. Bah, t'embrasses le Chicha Pamba, puis tu reviens dans le salon boire une bière, nous raconter. Avec plaisir. C'est toujours non, c'est bien, c'est toujours sympa de t'avoir là. De toute façon, t'as l'impression, je me tourne vers lui, j'ouvre le micro, il dit un truc. C'est le mec. Ah, mais t'es allé là, mais je connais bien. Dis bonjour à Roger de ma part. Il a le petit bar à droite du désert du Tatacama. Donc merci tout le monde. Arrête de prendre des photos, Stéphane. J'appuie sur quel bouton pour envoyer le jingle? J'ai plus rien à dire. Merci Flo pour ce rire merveilleux un plaisir. Qui met une belle ambiance dans cette émission. Et envoyez-nous vos sons et tutti quanti, un truc à préciser, Stéphane, une petite annonce à faire. Non, tout est bon. Tout est bon, bah, c'est parfait, bon on y va alors. Merci tout le monde, ciao tutti, à la prochaine. Surveillez le site de l'émission, la page Facebook, tout ça, on vous tient au courant de tout. Et les ânes au bord de la route. Et les ânes au bord de la route. Et les ânes au bord de la route. Ah, elle est stressée, Flo. Tu vas les retrouver. Complètement stressée, oui. Ouais, tu vas retrouver tes ânes. Voilà, ça va aller. Allez, ciao tutti. À bientôt. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Oui, je suis allée mon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.